Il y a des soirées qui ressemblent à des fossés de guerre. Peu importe le blindage que tu as porté toute la journée, une fois que le calme s'installe, tout ce que tu as fui revient à la charge. Le passé s'infiltre par les failles de ton mental. Les incertitudes s'allongent sur ton coussin et les sentiments que tu as engloutis sans les assimiler surgissent comme des spectres. Là, tu te retrouves isolé, sans protection, sans spectateur, confronté au combat le plus authentique, ton propre esprit. Car même si l'univers sommeille, tu sais qu'en toi persiste le conflit, et c'est précisément là que se forge la sérénité intérieure. Pas dans les ovations, pas dans les approbations virtuelles, pas dans les instants de triomphe. La sérénité authentique se jauge quand nul ne t'observe, quand tu ne performes pas pour autrui, quand il n'y a ni rôle à maintenir, ni anecdote à narrer. Elle se mesure quand tu clos les paupières, et au lieu de quiétude, tu affrontes tout ce que tu as différé. Pourquoi ce qui appartient déjà au passé te blesse-t-il? Pourquoi ne parviens-tu pas à abandonner ce qui échappe à ton emprise? Pourquoi as-tu le sentiment de traîner une existence que tu n'as pas toujours sélectionnée? C'est à cet instant que le stoïcisme passe d'un concept abstrait à un outil de défense. Car cette doctrine n'est pas destinée à orner les bibliothèques avec des citations motivantes. Elle sert à résister quand tout s'embrase, quand la souffrance risque de t'engloutir. Pour que tu puisses inspirer profondément et affirmer « Cela ne me détruira pas », car oui, tu peux te sentir fracassé, mais même en morceaux, tu peux tenir bon. Nombreux imaginent que la sérénité intérieure est un état de tranquillité constante, un havre où l'on accoste et où la douleur s'évapore. Erreur. La sérénité véritable n'est pas l'éradication de la souffrance, c'est la maîtrise de soi. Ce n'est pas l'insensibilité, c'est savoir gérer ce que tu éprouves. C'est affronter ta tourmente personnelle et opter pour ne pas endosser le rôle de victime, mais celui de souverain de ton être. Et cela ne s'acquiert pas en feuilletant des maximes de calendrier. On l'apprend en chutant, en perdant les rênes, en atteignant le nadir et en optant pour se redresser plus résilient. C'est pour cela que cette vidéo ne te fournira pas de remède miracle. Elle ne te dira pas que tout s'arrange avec une attitude optimiste, ni que tu dois refouler tes ressentis. Nous irons plus en profondeur. Nous aborderons 15 enseignements issus du stoïcisme, mais adaptés à la vie courante. Je ne te parlerai pas d'idéal, mais d'application. De cet espace où le sommeil est ardu car le cerveau ne s'éteint pas. De cet espace où l'esprit pèse lourd. De là, et seulement de là, on peut édifier une sérénité authentique. Chaque élément que nous examinerons est conçu pour les nuits où les sons s'estompent et où ne subsiste que ton monologue intérieur. Je ne te demanderai pas d'étouffer cette voix, mais d'apprendre à la réorienter, pour que tu cesses d'être ton propre adversaire et que tu deviennes ton principal soutien, car même si cela reste invisible, tu sais ce que tu portes en toi, et si tu ne l'organises pas, cela te consumera. La sérénité intérieure n'est pas pour les fragiles. Elle est pour ceux qui osent plonger en eux, pour ceux qui en ont marre de feindre que tout roule et qui ont résolu d'ériger une citadelle au cœur du tumulte. Si tu es disposé à cela, démarrons. 1. Barre la porte du passé. Ne réside pas où tu n'es plus. Il existe des individus qui existent comme s'ils occupaient une demeure incendiée. Ils errent de salle en salle, effleurant les parois noircies, humant les résidus, revoyant les images que les flammes ont consumées. Et bien que le plafond se soit écroulé et que les entrées menacent de céder, ils persistent là, comme s'ils ne pouvaient renoncer à ce qui fut autrefois leur abri. Mais ce n'est plus cela, il ne reste que des vestiges, et ces vestiges ne peuvent te sauvegarder. Ils ne font que t'emprisonner. C'est de cette manière que beaucoup naviguent dans l'existence, les yeux rivés sur le rétroviseur, trébuchant dans l'instant présent car ils ne relâchent pas l'antérieur. Barrer la porte du passé ne veut pas dire effacer, nier ou simuler que cela n'a pas blessé. Cela implique d'accepter que tu n'y es plus, que tu ne peux habiter mentalement des lieux disparus. Pourtant, nous le pratiquons. Nous ressassons des échanges clos. Nous tournoyons autour d'erreurs immuables. Nous nous martyrisons avec ce qui aurait pu advenir.
avec ce que nous avons eu, avec ce qui n'a pas fonctionné comme escompté. Mais cette fixation n'est pas une méditation, c'est une auto-illusion. C'est le stratagème que nous employons pour stagner. Et bien qu'elle paraisse une méthode pour mieux saisir l'événement, nous la revivons souvent juste pour nous châtier, pour perpétuer l'autoculpabilisation, pour maintenir en vie une facette de nous que nous aurions dû libérer. Le stoïcisme est explicite. Tu n'exerces aucun pouvoir sur l'antérieur, seulement sur ta lecture de l'antérieur. Tu ne peux remonter le temps pour modifier tes actes ou ceux d'autrui, mais tu peux décider si tu le traîneras comme un boulet ou si tu le convertiras en propulsion. Car l'antérieur, observé avec discernement, devient une leçon. Mais quand on l'étreint depuis la peine, il se mue en geôle. Et tu n'es pas venu pour exister captif de ce que tu ne peux plus atteindre. Nombreux redoutent l'oubli, comme si relâcher était une trahison de leur parcours. Mais c'est l'opposé. Relâcher, c'est valoriser l'acquis. C'est admettre que cela a accompli sa mission. Tout ce qui fut essentiel n'a pas à perdurer. Il y a des boucles qui s'achèvent avec noblesse et des mutismes qui valent plus que 1000 justifications. Mais cela requiert du cran, car relâcher n'est pas aisé, surtout quand l'antérieur conférait une identité. Qui es-tu sans ce rappel qui te marquait tant? Qui es-tu sans cette plaie que tu brandissais comme bouclier? Qui es-tu sans ce récit que tu ressassais pour légitimer ta souffrance? Le souci n'est pas l'antérieur, c'est ta relation à lui. Si chaque soir tu t'allonges en ressassant ce que tu as égaré, ce qui a échoué, ce qui te manquait, tu ne te reposes pas, tu rouvres des lésions et ainsi aucune sérénité ne s'édifie. Le mental nécessite de savoir que la journée est close, que l'hier n'a plus d'emprise, que l'aujourd'hui permet un nouveau départ. Mais si tu refuses de verrouiller cette porte, alors chaque jour sera une redite émotionnelle de l'ancien. Et cela, plus que de la peine, est une forme graduelle d'autodestruction. Le stoïcisme ne te somme pas de refouler, il te somme de guider. Il ne s'agit pas de méconnaître l'événement, mais de maîtriser son usage. Interroge-toi, cela me fortifie-t-il ou m'épuise-t-il? Est-ce que je progresse grâce à ce souvenir ou est-ce que je ravive simplement une peine obsolète? Car si tu ne transmutes pas, tu stagnes. Et la stagnation est le sol propice à l'angoisse, à la mélancolie et au remords. Le premier pas vers la sérénité intérieure est d'affirmer avec résolution « Je ne suis plus là ». Parfois cela implique un dialogue inachevé, une absolution que tu n'as pas obtenue, mais que tu t'octroies, une missive que tu n'expédieras pas, un serment que tu te fais face au reflet. Et d'autres fois, il ne s'agit de rien d'autre que de décider, car il y a des lésions qui cicatrisent non par des gestes, mais par la résolution, par l'acte de sélectionner délibérément de ne plus alimenter ce qui te nuit, car tu décides si ton récit est une entrave ou un élan. Barrer la porte du passé n'est pas un épisode, c'est une routine. Dire chaque soir à ton mental que tu n'as pas à y retourner pour saisir ton identité. C'est te remémorer que ta valeur ne réside pas dans ce que tu as enduré, mais dans ce que tu accomplis aujourd'hui avec cette endurance. C'est tracer une nouvelle feuille sans cesse rectifier la précédente. Et c'est aussi oser regarder devant sans appréhension, même si tu n'as pas une vision nette de l'avenir, mais en sachant que dans ton présent, il y a déjà de la puissance, il y a déjà une option, il y a déjà de l'émancipation. Beaucoup existent en attendant qu'un acteur du passé revienne clore ce qui est resté béant. Mais parfois, la fermeture ne provient pas de l'extérieur. Parfois, elle est intime, et tu dois imposer un point final au chapitre. Non parce que tu t'en moques, mais parce que tu mérites de progresser, parce que tu dilapides l'instant en guettant des éclaircissements qui ne surviendront peut-être jamais, parce que tu gaspilles de la vitalité à entretenir des réminiscences qui ne font que t'affaiblir. Et parce que si tu vises la sérénité, tu ne peux perpétuer des conflits révolus. Ce soir, quand le calme surviendra, ne réitère pas le cérémonial de revisiter tout ce qui t'a fracassé. N'accorde plus d'espace à ce qui a disparu. Rends-toi service et murmure. Merci pour ce que tu fus, mais je n'habite plus là.
Verrouille cette porte sans rage, sans aigreur. Verrouille-la avec égard, avec résolution, avec noblesse, car la sérénité intérieure débute quand tu optes pour migrer émotionnellement vers l'instant, quand tu sélectionnes de bâtir sur un sol neuf et non sur des débris. Et car même si autrui ne le perçoit pas, tu sais que tu ne peux plus persister dans une demeure en cendres. Aujourd'hui, enfin, tu peux en sortir. 2. Dépose les armes devant ce qui échappe à ton contrôle. Il y a des personnes qui arpentent l'existence comme des combattants exténués dans un conflit déjà perdu, avec les poings crispés, les mâchoires serrées et le cerveau saturé de stratégie pour dominer l'indomptable. Elles luttent contre le temps, contre les choix d'autrui, contre l'antérieur, contre le futur, contre chaque élément qui ne plie pas à leurs désirs. Et le plus grave, c'est qu'elles ignorent que cette bataille n'est pas externe, mais intime, car il n'y a pas d'usure plus grande que de tenter de régner sur ce qui n'a jamais été en ton pouvoir. C'est comme hurler à l'océan pour qu'il cesse de t'éclabousser, comme reprocher au vent son virage, comme s'irriter contre la pluie parce qu'elle tombe le jour de ton anniversaire. Cela paraît ridicule, mais nous le faisons quotidiennement, portant l'amertume de vouloir que l'univers s'ajuste à nos caprices comme si nous étions des divinités oubliées. Le stoïcisme n'est pas un appel à la capitulation, c'est une affirmation de puissance. Il te déclare nettement « Ceci est en ton emprise ». Cela ne l'est pas. Cesse de dilapider ton essence sur ce qui ne t'appartient pas. C'est une frontière nette qui distingue la peine inévitable de la peine superflue. Car oui, il y a des tourments incontournables comme la perte, la désillusion ou la perfidie. Mais il en existe d'autres qui sont facultatifs, comme persister à transformer quelqu'un qui refuse d'évoluer, ou espérer que autrui se comporte comme tu le ferais, ou supposer que tout se déroulera selon tes schémas. Ce sont des tourments que tu sélectionnes, même si cela n'en a pas l'air. Et c'est pourquoi le premier mouvement vers la sérénité est de cesser de guerroyer dans des affrontements absurdes. Nombreux confondent se rendre avec s'abandonner à l'existence. Mais ici, il ne s'agit pas de renoncement, mais de lâcher l'orgueil de vouloir régner sur ce qui ne t'est pas dévolu. Et oui, c'est de l'orgueil, même s'il se camoufle en sollicitude, en affection ou en devoir. Car au fond, quand tu obsèdes sur l'extérieur, tu affirmes savoir mieux que la vie comment les événements devraient se dérouler. C'est saisir qu'il y a des aspects que tu peux remodeler de l'intérieur, mais d'autres que tu dois embrasser pour ne pas te fracasser. C'est comme le marin qui réalise qu'il ne peut dompter le vent, mais qu'il peut orienter les voiles. Car si tu t'accroches à l'indomptable, tu finiras aigri, épuisé, rancunier. Et ce n'est pas parce que le monde est inique, mais parce que tu as opté pour combattre sur un sol où tu n'as jamais eu d'autorité. Il y a des individus qui s'étiolent en cherchant à tout régenter, qui ne ferment pas l'œil sans une réplique, qui ne vivent pas si un événement dévie de leurs attentes, qui scrutent chaque détail comme si leur estime en dépendait. Mais ils ne perçoivent pas qu'en procédant ainsi, ils abdiquent leur propre sérénité. Et tout cela pour un mirage, car le règne absolu n'existe pas même sur soi en permanence. Comment régenter autrui si tu ne domines pas toutes tes réflexions? Comment régenter le futur si tu ignores ce que réserve demain? Ce besoin de tout quantifier, solutionner et surveiller ne révèle que de l'appréhension. Appréhension de relâcher, appréhension de se fier, appréhension que les choses ne se déroulent pas comme envisagé. Mais il y a une vérité âpre qui émancipate. Souvent, les choses ne se passeront pas comme tu l'as projeté. Et ce n'est pas un drame. Tu n'as pas besoin que tout s'aligne à tes plans pour être serein. Tu as besoin de t'ajuster, de riposter avec discernement, d'apprendre à être tranquille même quand l'univers est en désordre, car c'est cela qui t'octroie une authentique puissance. Le règne n'est pas de contraindre tout à tes souhaits, mais de décider comment tu réagiras quand cela ne se produit pas. Et c'est une option que nul ne peut te ravir. C'est pourquoi cette leçon est une incitation à lâcher prise, à cesser de résister à l'inéluctable, à arrêter de contester la réalité.
Non pas parce que tu capitules, mais parce que tu priorises ta sérénité sur ton ego. Parce que tu saisis que tu n'es pas l'axe du cosmos, et cela ne te diminue pas. Cela te libère. Libéré des attentes irréalistes, libéré des combats vains, libéré du fardeau d'essayer d'endosser tout. Peut-être as-tu été éduqué à croire que sans règne, un malheur surviendra. Peut-être as-tu appris que l'affection se conquiert en réglant les soucis d'autrui. Peut-être estimes-tu que s'inquiéter est une manière de veiller. Mais aujourd'hui, tu peux désapprendre cela. Tu peux relâcher la culpabilité de ne pas pouvoir tout accomplir. Tu peux admettre qu'il y a des éléments qui blessent, mais cela ne signifie pas que tu doives tenter de tout amender. Tu peux fixer le désordre et déclarer « Tu ne m'entraîneras pas. Je reste ancré, solide, serein. » Le stoïcisme ne te somme pas d'être impassible. Il te somme d'être avisé, de placer ton énergie où elle importe vraiment, de distinguer ce que tu peux bonifier de ce que tu dois abandonner. Et cette lucidité est ce qui sépare une existence éreintée d'une existence orientée. Car si chaque matin tu te lèves en tentant de dominer le monde, tu finiras terrassé. Mais si chaque matin tu optes pour dominer ta riposte, alors peu importe les événements externes, tu resteras souverain de toi. Ce soir, quand tu sentiras que tout te submerge, ne te rue pas pour contester la réalité. Ne cherche pas à tout corriger par la contrainte. Inspire, crée le calme, interroge-toi, cela relève-t-il de moi? Et si la réponse est négative, libère-le. Non pas parce que cela t'indiffère, mais parce que ta sérénité prime. Car l'existence ne consiste pas à vaincre chaque affrontement, mais à sélectionner ceux qui valent ton investissement. Et car parfois déposer les armes est l'acte le plus audacieux. 3. Reviens au présent avec chaque souffle. Imagine que tu es piégé dans un train qui ne freine jamais. Il file si vite que tu discernes à peine le paysage par la vitre. Il te propulse sans cesse vers l'avenir, vers ce que tu dois accomplir demain, vers ce que tu risques de perdre, vers ce que tu n'as pas réalisé. Et quand il ne te jette pas en avant, il te renvoie en arrière, te rappelant chaque faux pas, chaque parole blessante, chaque choix omis. C'est ainsi que la majorité existe, voyageant perpétuellement entre l'antérieur et le futur, sans jamais débarquer à l'arrêt du présent, qui est le seul lieu où la vie se déroule vraiment. Être présent n'est pas une notion vague, ni une mode passagère. C'est une exigence vitale si tu vises la sérénité intérieure. Tu ne peux être apaisé si ton mental est ancré dans les regrets de l'ancien ou dans les craintes du potentiel. L'antérieur ne peut t'atteindre, mais tu le ressuscites. Le futur n'existe pas encore, mais tu en pâtis. Et tout cela advient parce que tu t'es débranché du seul instant où tu exerces une influence. Maintenant, le stoïcisme l'a posé dès ses fondements. Épictète affirmait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre avis sur eux. Et cet avis se forme en direct, ici et maintenant. Si ton attention n'est pas ancrée, ta vision se distord, ton discernement s'assombrit et ton âme s'agite. Car où va ton attention, va ton énergie. Et si toute ton énergie est éparpillée entre souvenirs et projections, il ne reste rien pour soutenir l'instant crucial. Être présent n'est pas cesser de réfléchir, c'est orienter tes réflexions. C'est se souvenir que chaque souffle est une chance de revenir. Revenir à soi, à son corps, à son noyau. Revenir à observer ce qui est devant toi et non ce que ton mental veut te faire revivre ou anticiper. Et cela, bien que paraissant basique, demande de la rigueur, car le mental est conditionné à fuir l'instant. Il peine à demeurer statique, il appréhende le calme. Il est perturbé de n'avoir ni récit à conter, ni énigmes à résoudre, ni avenir à régenter. C'est pourquoi revenir au présent est un geste de révolte. C'est défier le formatage mental qui te pousse à quêter la sécurité dans l'incontrôlable. C'est une façon d'affirmer « je ne vais plus m'égarer dans des zones où je ne peux intervenir car c'est ce que tu accomplis quand tu restes ici. Tu recouvres ton autorité, tu prends des décisions plus nettes, tu ressens sans te laisser submerger par tes sensations. Et surtout, tu vis car hors du présent, il n'y a que des ombres. L'angoisse naît de la projection future avec terreur. Le remords naît du regard sur l'antérieur avec châtiment.
Ces deux affects sont nourris par l'absence de présence. Si tu apprends à demeurer ici, à t'ancrer dans le maintenant avec chaque souffle, alors ces affects s'amenuisent. Non pas parce qu'ils s'évaporent, mais parce que tu ne les alimentes plus. Tu leur retires leur source et en agissant ainsi, tu recouvres ta netteté, ta vigueur, ta sérénité. Nombreux cherchent le présent comme un lieu à atteindre, mais en vérité, c'est un lieu où revenir, car nous y avons tous séjourné. Quand tu te concentres pleinement sur une activité, quand tu écoutes sans anticiper ta réplique, quand tu marches en sentant l'air sans divaguer, tu y es. Mais tu l'abandonnes chaque fois que ton mental te persuade que l'ici n'est pas suffisant, que tu devrais être plus loin, mieux armé, plus proche d'un but, et c'est un piège, car chaque fois que tu crois que la sérénité est en un autre temps, tu rates la seule opportunité réelle de l'atteindre. Revenir au présent est aussi un exercice corporel, pas seulement cérébral. Ton corps réside dans l'éternel maintenant. C'est ton mental qui s'évade. C'est pourquoi utiliser le corps comme ancre est une tactique robuste. Inspire profondément. Sens tes pieds sur le sol, touche un objet avec soin, écoute les bruits sans les analyser. Tout cela sont des portails pour revenir. Tu n'as pas besoin de cérémonies élaborées ni de contemplation avancée. Tu as juste besoin de décider que le maintenant vaut plus que tout autre espace mental où tu pourrais errer. Et oui, le présent peut être inconfortable. Bien sûr, parfois il est ardu de fixer ce qui est devant sans l'échappatoire de l'ancien ou du potentiel. Parfois le présent est brut, douloureux, isolé, mais il est aussi tangible. Et la sérénité authentique ne s'édifie pas sur des mirages, mais sur des faits, même s'ils blessent, même s'ils sont imparfaits, car de cette fondation, tu peux agir avec résolution. Tu peux décider sans angoisse. Tu peux embrasser ce qui est sans amplifier ce qui manque. Revenir au présent avec chaque souffle, c'est te rappeler que tu n'as pas à résoudre toute ton existence aujourd'hui. Tu as juste à être ici, à inspirer, à accomplir ce qui s'impose, sans porter tout le fardeau, sans projeter chaque scénario, sans rectifier chaque souvenir, juste être. Et depuis cet état de présence, tu peux exister avec plus de légèreté, plus de focus, plus d'authenticité. Ce soir, quand tout sera muet et que le mental commencera à te traîner vers ce que tu n'as pas accompli ou vers ce qui pourrait dérailler, stoppe-toi, inspire posément, expire avec but et murmure « Je suis ici ». Et c'est assez, car en cet instant, rien ne te fait défaut, rien n'est pressant, rien n'exige de résolution. Il n'y a que toi, avec toi, présent, serein. Et cela, même si le monde l'ignore, est une conquête. 4. Donne une clôture honorable à la journée. Ne traîne pas ce qui reste inachevé. Quand la nuit descend, beaucoup la considèrent comme une simple interruption, comme si le voile tombait et que la représentation reprenait au lever. Mais ils ne saisissent pas que chaque jour est tel un ouvrage et que si tu ne le refermes pas avec égard, avec dessein, avec audace, tu restes enlisé dans un récit incomplet qui se fond au suivant jusqu'à ce que tu perdes la netteté sur tes sensations, tes réflexions et ce que tu dois relâcher. Exister sans clore la journée, c'est comme laisser l'entrée béante en pleine bourrasque. Tout pénètre, rien n'est tamisé et le désordre s'installe en toi sans autorisation. Le hic, c'est que la plupart se couchent avec le cerveau saturé et l'âme alourdie. Non parce que la journée fut exceptionnellement rude, mais parce qu'ils n'ont pas su s'immobiliser pour boucler ce qui pendait. Et je ne parle pas seulement de devoirs ou d'obligations, mais aussi d'affects maltraités, de paroles non exprimées, de réflexions qui virevoltent comme des insectes sans trajectoire. C'est ainsi que le mental se mue en terrain miné qui détonne précisément quand il devrait se détendre. C'est ainsi que tu t'éveilles harassé, même après 8 heures de sommeil, car ce n'était pas un vrai relâchement. C'était un combat muet contre ce que tu as refusé d'affronter. Le stoïcisme évoque l'introspection comme une pratique vitale. À la fin de la journée, les éminents stoïciens procédaient à un bilan sincère de leurs actes, de leurs pensées, de leurs affects. Non pour s'auto-flageller, mais pour progresser, pour s'améliorer,
pour rendre le lendemain une variante plus éveillée du précédent. Car si tu ne passes pas en revue tes actes, tes sensations, tes expériences, tu finis par réitérer des cycles sans en avoir conscience. Et la répétition inconsciente est l'adversaire principal de la sérénité. Clore la journée avec honneur signifie affronter ce qui s'est produit sans ornement ni prétexte. Reconnaître où tu as failli, ce que tu as réussi, ce qui t'a plus heurté que d'ordinaire, ce que tu as peiné à abandonner. Et cela signifie aussi t'absoudre de ne pas avoir tout accompli car tu ne seras pas toujours au sommet et tu ne riposteras pas toujours comme désiré. Mais si tu ne pratiques pas cet acte de franchise envers toi, si tu ne purges pas émotionnellement le chant avant le repos, tu accumules du lest jour après jour jusqu'à l'effondrement. Nombreux croient que l'inachevé se résout avec le temps, mais c'est faux. Le temps ne boucle rien si tu ne le décides pas. L'inachevé traîne, se tapit dans les recoins du mental, se métamorphose en angoisse, en veille agitée, en agacement persistant. C'est pourquoi la clôture de la journée n'est pas un caprice, c'est une obligation. Tu as besoin d'un terme, d'un cérémonial intime qui te permette de laisser la journée derrière, même si elle fut anarchique, même si tout n'est pas réglé, même si des éléments persistent. Tu n'as pas besoin d'un rite sophistiqué. Parfois 5 minutes de franchise crue avant de clore les yeux suffisent. Te demander ce que tu éprouves, ce que tu fuis, ce que tu dois relâcher, le noter si requis, le respirer si tu ne peux l'énoncer, mais ne jamais l'ignorer, car tout ce que tu négliges persiste, croissant en secret, attisant la bourrasque mentale que tu vises à apaiser. Et cette bourrasque ne se dissipe que quand tu optes pour cesser de fuir ta réalité. Nombreux s'endorment en espérant que le sommeil efface ce qu'ils refusent de cogiter, mais le subconscient ne se repose pas. Tout ce que tu portes, tu le traites en songe, en crispation physique, dans cette lassitude inexpliquée qui ne provient pas du corps, mais de l'âme. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur la clôture de la journée, car c'est là que se trempe le tempérament, où le mental s'entraîne à mieux performer demain, où l'on cultive l'humilité de reconnaître qu'il reste du labeur, mais aussi l'orgueil d'avoir essayé. Donner une clôture honorable à la journée est aussi une forme d'autoprotection. C'est une affirmation de respect personnel. Tu déclares « Je compte assez pour ne pas emporter ce lest au lit ». Je me respecte assez pour affronter mes sensations et les placer à leur juste endroit. Car la sérénité intérieure ne s'édifie pas seulement avec des réflexions positives ou des formules élégantes. Elle s'édifie avec des routines audacieuses. Et revisiter ta journée, embrasser ta réalité et relâcher ce que tu ne peux altérer est l'une des plus audacieuses. Tu ne pourras pas toujours tout boucler avant le repos, mais tu peux opter pour ne pas le traîner affectivement. Tu peux dire « Cela me blesse, mais je ne l'emporterai pas au sommeil. Cela n'est pas clos, mais aujourd'hui, cela ne relève pas de moi. Cela m'angoisse, mais ne me définit pas. » Car ce genre de phrases énoncées avec dessein sont des instruments de métamorphose. Ce sont des remparts qui gardent ta sérénité du fouillis émotionnel. Ce sont des gestes de puissance discrets qui te préparent à t'éveiller plus robuste. Ce soir, avant de clore les yeux, ne t'assoupis pas comme si tu débranchais un appareil. Ne te déconnecte pas avant de t'introspecter. Ne termine pas la journée avec l'impression que rien ne s'est produit, car chaque jour recèle des enseignements dissimulés. Seulement parfois tu ne les traques pas. Inspire, fais une halte, boucle les cycles possibles, remercie pour l'acquis, relâche ce que tu ne peux régenter, pardonne ce que tu as porté en excès. Et quand tout cela est accompli, dors comme quelqu'un qui sait avoir agi justement, car le repos profond ne survient pas quand le corps capitule, mais quand l'âme se sent apaisée. Et cet apaisement se bâtit chaque soir avec de petites options, avec des rites simples, avec une franchise crue. C'est ainsi qu'on forge un mental résistant, c'est ainsi qu'on existe avec plus de légèreté. C'est ainsi qu'on commence à métamorphoser l'existence, une nuit après l'autre. 5. Fixe la souffrance dans les yeux et interroge-la sur ce qu'elle vient t'inculquer.
Il y a des souffrances qui sont comme des visiteurs importuns. Elles débarquent sans avertissement, s'établissent au creux de ta poitrine et ne s'en vont pas. Peu importe tes efforts pour les négliger, tu peux te distraire avec des tâches, te saturer de vacarme, t'accrocher à n'importe quoi pour esquiver ce creux, mais elles persistent, attendant que tu flanches pour te détourner. Et quand tout s'assombrit, quand tu ne peux plus fuir, elles reviennent avec plus d'intensité. Le souci n'est pas que la souffrance ressurgisse. Le souci est que tu n'as jamais ouvert la porte pour la confronter. Tu ne l'as jamais fixée dans les yeux. Tu as juste tenté de l'ensevelir vive, et ce qui est enseveli sans résolution ressuscite toujours plus vigoureux. Le stoïcisme ne suggère pas d'éluder la peine, il suggère de l'affronter tête haute. Il ne la réfute pas, ne l'édulcore pas, ne la colore pas pour la rendre tolérable. Il l'observe, la dissèque et en extrait ce qui peut favoriser l'évolution intime. Car si tu dois supporter le lest de la souffrance, autant qu'elle te fortifie au moins, autant qu'elle ne soit pas futile. Qu'elle laisse des marques, oui, mais des marques signifiantes. Nous pâtissons tous, sans exception. La distinction réside dans ce que tu fabriques de cette peine. Certains la convertissent en rancœur, en ire, en aigreur. D'autres la convertissent en acquis, en profondeur, en tempérament. Mais cela ne survient pas par enchantement. Cela survient quand tu optes pour ne pas fuir la souffrance, mais pour la défier. Quand au lieu de questionner pourquoi cela t'est advenu, tu questionnes ce que tu peux édifier avec ce qui t'est advenu. C'est une interrogation qui inverse la donne, qui rompt le cercle infernal du victimisme et le mue en point de départ. Il y a des souffrances qui viennent pour te pulvériser, mais il y en a aussi qui viennent pour t'éveiller. Souffrance d'avoir égaré quelqu'un, de t'être déçu toi-même, d'avoir accordé confiance à qui ne la méritait pas. Souffrance d'être arrivé tard à quelque chose de crucial, de n'avoir pas parlé quand il le fallait, de t'être attardé où tu n'étais plus estimé. Et bien que rien de cela ne puisse être altéré, tout peut être transmuté si tu le confrontes avec l'état d'esprit adéquat. Si au lieu de le masquer, tu le démantèles. Si au lieu de le comprimer, tu l'écoutes. Car la souffrance, quand négligée, pourrit. Mais quand écoutée avec audace, elle se mue en sagesse. Le stoïcisme ne poétise pas la peine, il la réoriente. Il ne dit pas que tu dois la quêter, mais qu'une fois là, tu peux l'exploiter comme instrument. Tu peux l'utiliser pour scruter tes propres ténèbres, pour réexaminer où tu as placé tes espoirs, ton identité, ta sécurité. Et cette révision blesse. Il blesse de réaliser que tu as cédé trop d'autorité à autrui. Il blesse d'admettre que c'est toi qui t'es trahi en demeurant où tu n'aurais pas dû. Mais c'est une peine indispensable, une peine qui purifie, qui épure, qui démantèle ce qui est obsolète, pour que du neuf puisse s'ériger. Fixer la souffrance dans les yeux exige du cran. Non parce que la souffrance est invincible, mais parce que se connaître en cet état est malaisé. Voir qui tu es quand tout blesse, quand l'espoir manque, quand tu peines à te lever, c'est te voir sans artifice, sans façade. C'est découvrir ta résistance et aussi tes failles à reconstruire. Car la souffrance ne révèle pas seulement ta vigueur, elle expose tes brèches. Et ces brèches ne te fragilisent pas, elles te rendent humain. Elles t'offrent la chance de décider quel individu tu seras à partir de l'expérience. Tu ne peux soigner ce que tu ne reconnais pas. Tu ne peux progresser si tu n'acceptes pas ta position. Nombreux préfèrent se montrer robustes, feindre que tout va, se présenter invincibles, alors qu'intérieurement ils s'écroulent. Mais ce n'est pas de la robustesse, c'est de la crainte de chuter. Et la crainte de chuter ne fait que te figer, te fait avancer avec raideur, avec tension, avec suspicion. En revanche, quand tu embrasses ta souffrance, quand tu t'assieds avec elle sans devoir la résoudre aussitôt, quelque chose mute. De l'espace s'ouvre, l'âme s'aère, une issue apparaît. Interroger la souffrance sur ce qu'elle vient t'inculquer, c'est établir un dialogue avec toi. C'est cesser de te percevoir comme une victime des circonstances et commencer à te voir comme l'artisan de ta métamorphose. Tu ne saisiras pas tout d'emblée. Parfois les réponses tardent.
Parfois, tout ce que tu peux faire est de résister, de persister, d'inspirer. Mais même cela est un acquis, car tu apprends à te fier à toi, à être avec toi, à ne pas t'abandonner même si tout vacille. Et quand tu le répètes, tu développes une vigueur qui ne provient pas des muscles, mais de l'âme. Une vigueur qui ne dépend pas que tout aille bien, mais de savoir que même si tout va mal, tu progresseras, que même avec appréhension, tu avances, que même avec des plaies, tu tiens debout. Et cela, bien que invisible extérieurement, est le plus grand geste de puissance que tu puisses accomplir. Ce soir, quand le calme te saisira, ne cherche pas à te distraire si la souffrance frappe. Ne l'éteins pas avec du bruit, ni avec des écrans, ni avec des prétextes. Assieds-toi avec elle, écoute-la, interroge-la sur ce qu'elle révèle. Non pour pâtir davantage, mais pour comprendre davantage. Non pour stagner dans l'antérieur, mais pour le transmuter. Car chaque fois que tu fuis la souffrance, tu prolonges sa présence. Mais chaque fois que tu la défies avec franchise, tu commences à t'émanciper. Ta sérénité intérieure ne s'édifie pas avec l'absence de peine. Elle s'édifie quand tu décides de ce que tu en fais, quand tu optes pour ne plus la porter comme un fardeau, et que tu commences à l'utiliser comme un guide vers toi, vers ta vérité, vers une version de toi plus robuste, plus éveillée, plus apaisée. Ne muselle pas tes plaies, écoute-les sans crainte. Un cœur lésé n'est pas comme un vase fracassé, il ressemble plutôt à une cloche submergée. Il ne cesse de résonner. Son timbre est simplement assourdi, coincé sous le poids de tout ce que tu n'oses ni exprimer, ni éprouver. Tu peux feindre qu'il ne vibre pas. Tu peux sourire extérieurement et poursuivre ton existence comme si de rien n'était. Mais au fond, cette cloche continue d'émettre un écho étouffé qui t'escorte à chaque mouvement. Elle ne hurle pas, elle n'exige pas, elle ne s'impose pas, mais elle ne se tait jamais tout à fait. Et si tu ne t'arrêtes pas pour l'écouter attentivement, tôt ou tard, son timbre étouffé se muera en rugissement. Enterrer une plaie ne la guérit pas, cela ne fait que l'ensevelir. Et ce qui est enseveli vivant finit par émerger, parfois sous forme de maladie, parfois d'ire, d'angoisse innommée, de mélancolie qui s'installe sans signe. C'est pourquoi le plus audacieux que tu puisses faire n'est pas de prétendre que tu vas bien, mais de t'asseoir face à ce qui blesse et de le laisser s'exprimer. Écouter sans voile, sans vouloir embellir la peine, sans tenter de légitimer l'illégitime, juste écouter. Le stoïcisme mal interprété est souvent perçu comme une froideur affective, comme si la pensée stoïcienne te sommait d'ignorer tes affects ou de feindre qu'ils ne t'atteignent pas. Mais c'est une parodie de la doctrine réelle. Les stoïciens n'ont jamais nié la peine. Ils l'ont examinée. Ils l'ont scrutée comme un fait naturel. Ils lui ont ôté le drame, mais pas la portée. Ils ont saisi que la peine est un indicateur, une occasion de savoir, qu'il ne s'agit pas de l'esquiver, mais de l'exploiter pour croître. Écouter tes plaies ne signifie pas en devenir l'esclave. Ce n'est pas une invitation au victimisme ni à te complaire dans la tristesse. Au contraire, c'est une manière de prendre les rênes, car tu ne peux métamorphoser ce que tu ignores. Et si tout ce que tu fais avec ta peine est de la repousser au fond chaque fois qu'elle émerge, alors tu permets qu'elle devienne un opposant discret, un opposant qui influence tes liens, tes choix, ta perception du monde. Un opposant qui t'empêche de faire confiance, de progresser, de te connecter. Nombreux arpendent l'existence avec des plaies béantes qu'ils ont appris à camoufler sous une robustesse de surface. Ils se montrent durs, assurés, impassible même. Mais cette dureté n'est pas de la vigueur, c'est une garde. C'est un rempart bâti avec le déni, l'arrogance, l'appréhension, car admettre une plaie implique de se révéler vulnérable. Cela implique de scruter l'intérieur sans filtre et de reconnaître que des parts de toi saignent encore. Et cela perturbe, car cela ne cadre pas avec l'image que tu as tant peiné à ériger. Mais toute cette raideur s'effrite quand la nuit tombe et que nul ne regarde, quand le monde se tait et que la plaie élève la voix. Et alors, tu ne peux plus l'ignorer car elle t'empêche de sommeiller, car elle pèse sur ton physique, car elle t'attire vers des réflexions obscures. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la saturation.
C'est l'âme qui réclame de l'attention. Elle ne veut ni commisération ni pitié. Elle veut être entendue. Elle veut que pour une fois tu ne la muselles pas, que tu la regardes sans précipitation, que tu la reconnaisses. La guérison débute par un acte de présence avec le cran de persister avec toi-même quand cela blesse, avec l'engagement de ne pas te trahir chaque fois que quelque chose te bouleverse affectivement. Car chaque fois que tu t'abandonnes au nom de la robustesse, tu te fragmentes un peu plus. Et c'est ainsi que naissent les individus qui ne ressentent rien mais portent tout, qui ne versent pas de larmes mais vivent creux, qui ne se brisent pas extérieurement mais sont en miettes intérieurement. La voie stoïcienne ne vise pas à comprimer ce que tu éprouves, mais à le réguler, que tu saisis les commandes de tes affects sans les réfuter, que tu écoutes tes plaies sans les laisser piloter ton existence, que tu sois si franc avec toi que tu n'aies plus besoin de performer devant quiconque. Et cela n'est féasible que quand tu te permets de traverser ce qui blesse sans l'enjoliver, sans le dramatiser, sans le dissimuler. Écouter tes plaies signifie aussi en comprendre la source. Parfois la peine n'est pas due à l'événement, mais à ce qu'il signifiait pour toi, à ce qu'il a activé en toi, à l'histoire que tu as tissée autour. Et si tu ne révises pas cette histoire, si tu ne questionnes pas cette narration, tu finis par nourrir une version de toi qui ne te reflète pas. Tu te définis par ta peine et tu deviens un personnage qui agit depuis cette identité fracassée. Mais si tu oses réexaminer, défier, déconstruire cette histoire, tu peux la réécrire non comme un déni, mais comme une métamorphose. Peut-être que la plaie que tu portes n'était pas de ta faute, mais c'est à toi de la soigner. Personne ne viendra t'offrir la clôture que tu guettes. Personne ne soutiendra ce que tu n'oses pas soutenir. Et ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce labeur, seul toi peux l'accomplir. Seul toi sais ce que tu as besoin de te pardonner. Seul toi sais ce que tu as tu. Seul toi sais combien ça te blesse vraiment. Alors ne muselle plus ce que tu portes. Ne masque pas ton cheminement. Ne te force pas à sourire quand tu hurles intérieurement. Tu n'as pas besoin d'exhiber ta peine, mais tu as besoin de l'affronter avec noblesse. T'asseoir en calme avec toi et écouter sans crainte. Respirer profondément et dire « Oui, ça blesse, mais ça m'inculque aussi, ça me fortifie aussi, ça révèle aussi qui je suis quand le monde s'écroule et que je dois me redresser seul. » La sérénité intérieure authentique ne s'édifie pas depuis le déni, elle s'édifie depuis l'embrassement audacieux, depuis l'engagement quotidien envers ta réalité. Et ta réalité, même avec des plaies, est précieuse. Tu n'as pas besoin de la cacher pour que autrui t'accepte. Tu n'as pas besoin de la minimiser pour qu'elle ne gêne pas. Ton labeur n'est pas de taire ce que tu ressens, c'est d'apprendre à le réguler avec discernement, avec netteté, avec vigueur. Ce soir, quand le calme se manifestera, ne fuis pas de toi. N'éteins pas la lumière hâtivement. Ne couvre pas ce que ton âme doit exprimer. Reste avec toi. Écoute, verse des larmes si requis. Note ce qui consume. Inspire où cela blesse. Et quand tu le feras, tu percevras quelque chose de différent. Pas un allègement instantané, mais la vérité. Et tout débute depuis cette vérité, car quand tu cesses enfin d'enterrer tes plaies, elles commencent à cicatriser. 7. Modifie le récit intérieur avant qu'il ne te pulvérise. Un mental mal narré ressemble à un miroir éclaté qui te renvoie une image tordue chaque fois que tu t'observes. Tu t'accoutumes tant à ce reflet morcelé que tu finis par croire qu'il est ta forme réelle. Et sans en avoir conscience, tu commences à naviguer l'existence avec cette variante fracassée de toi comme boussole. Tu ne fais plus confiance à tes capacités. Tu questionnes ta valeur. Tu ressasses des phrases internes qui ne t'appartiennent même pas, mais qui sont incrustées comme des tatouages invisibles dans la conscience. Je ne vaux pas assez. J'échoue systématiquement. Tout le bon s'évapore. Ainsi, une phrase mal ancrée devient un sort auto-imposé, non pour ce que tu es, mais pour ce que tu as cru être. Le récit intérieur est la source de tes choix, de tes affects, de la manière dont tu affrontes l'univers.
Peu importe ta robustesse extérieure, si intérieurement tu te ressasses des mensonges quotidiennement, peu importe les ouvrages lus, si au terme de la journée, la voix dominante en ton crâne est celle qui te sabote, te rabaisse ou te punit. Cette voix, si tu ne la domines pas, te ronge. Non avec des clameurs, mais avec des redites subtiles qui s'immiscent dans tout ce que tu entreprends. Et si tu ne modifies pas ce récit, tu te prépares à exister dans une vie que tu n'as pas sélectionnée, mais que tu endosseras comme inévitable. Le stoïcisme ne traite pas du récit comme un psychologue contemporain. Mais quand Épictète affirmait que ce ne sont pas les événements qui nous impactent, mais l'interprétation que nous en faisons, il évoquait exactement cela. Ton univers n'est pas défini par les faits, mais par le conte que tu tisses sur les faits. Et ce conte peut être ton ancrage ou ton impulsion, ta geôle ou ton émancipation, ton alibi ou ton moteur. Modifier le récit intérieur ne signifie pas forger des histoires positives, ni psalmodier des affirmations creuses. C'est défier ce que tu cogites avec la même rigueur que tu défies ce qui te blesse. C'est repérer chaque phrase qui te bride et questionner son origine. Est-elle tienne ? L'as-tu apprise au foyer? Te l'a-t-on répété si souvent que tu la tiens pour véridique? Car si tu ne passes pas en revue tes réflexions, tu vivras selon le script d'autrui. Et aucun script étranger n'honorera pleinement ta réalité. Une personne stoïcienne ne s'illusionne pas. Elle ne se dit pas « tout est parfait » quand ce n'est pas. Mais elle ne tolère pas non plus un discours interne qui la mine. Elle s'énonce la vérité. Elle se reconnaît dans sa totalité. Et depuis là, elle édifie. Car le récit n'est pas seulement ce que tu te dis, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois définit ta conduite, ta réaction, ta manière d'affronter chaque jour. Si tu crois que tu ne peux pas, tu agiras comme si tu ne pouvais pas. Si tu crois être indigne, tu accepteras des bribes. Si tu crois être fracassé, tu laisseras autrui fixer ta valeur. Et le pire, c'est que souvent tu ignores ce récit. Il est si automatique, si intégré, qu'il opère en fond. Mais la façon dont tu te parles se miroite dans la façon dont tu parles à autrui, dans tes relations, dans tes défis. C'est pourquoi modifier cette voix n'est pas un caprice affectif, c'est une urgence. Car si tu ne le fais pas, tu finiras par exister dans une version éteinte de toi, sans même la contester. Nombreux se disent des choses qu'ils ne diraient jamais à un aimé. Ils s'insultent, se jugent, se châtient sans clémence et le légitimant comme une forme d'exigence. C'est ainsi que je me pousse, c'est ainsi que je reste focalisé. Mais ils ignorent que ce qu'ils nomment discipline est souvent de l'auto-agression, que ce qu'ils croient motivation est en fait un écho de rejet interne. Et ce type de poussée ne bâtit pas, elle use. Elle n'inspire pas, elle presse, et ce qui est pressé constamment finit par céder. Modifier ton récit ne signifie pas te mentir, cela signifie réécrire avec conscience, cela signifie te dire des choses qui te renforcent, pas qui te coulent, qui te réveillent, pas qui te figent, qui te relient à ton potentiel, pas à ta crainte. Tu ne vas pas tout accomplir d'un coup. Mais tu peux débuter par observer, par écouter ce que tu te dis en silence, par identifier cette phrase que tu ressasses le plus quand tout se complique. Et quand tu la repères, défie-la. Réplique avec une vérité plus vaste. Remplace-la par quelque chose qui te sert vraiment, c'est la clé. Que cela te serve. Car tes réflexions n'ont pas besoin de sonner joliment. Elles doivent être utiles, elles doivent t'aider à progresser, pas à régresser. Elles doivent te pousser à agir, pas à te terrer. Et si elles ne le font pas, peu importe leur répétition, elles doivent s'en aller car ton mental est ton sanctuaire et ce que tu ressasses dedans devient loi. Ce soir, quand tout s'apaisera et que tu seras seul avec toi, écoute. Prête attention à la voix qui t'escorte en calme. Te parle-t-elle avec égard ou avec condamnation? Te pousse-t-elle à croître ou te plonge-t-elle dans le même vieux motif? Et si tu découvres que tu ne te parles pas comme quelqu'un qui s'aime, ne t'effraie pas, mais ne laisse pas passer non plus. Car ce moment peut être le début de ton émancipation, l'instant précis où tu cesses de ressasser des récits fracassés et commences à tracer une version plus robuste, plus éveillée, plus tienne. Tu n'as pas besoin que l'univers mute pour te sentir mieux.
Tu as besoin de muter la façon dont tu te parles pendant que l'univers reste identique. Tu as besoin de muter le script de l'intérieur. Tu as besoin d'être l'auteur, pas seulement l'acteur. Car si tu ne sélectionnes pas ton récit, autrui le fera pour toi. Et exister selon des mots non choisis est la manière la plus graduelle et douloureuse de s'éteindre. 8. Fais de ton mental une citadelle exercée, pas un terrain de décombres. Un mental négligé ressemble à une cité désertée. Les idées vagabondent sans but. Les réflexions se répètent comme des échos de bâtisses vides et la crainte devient le suzerain de chaque allée. Dans cet espace, ce qui entre reste sans tri. Chaque critique devient un rempart effondré, chaque revers, une vitre brisée. Chaque insécurité, une adventice qui prolifère sans frein. Peu importe tes envies d'avancer, si ton mental est en décombre, chaque pas devient un obstacle. Tu ne peux édifier du solide sur un sol que tu n'as pas purgé, que tu n'as pas gardé et que tu n'as pas soigné. Le mental ne se fortifie pas seul. Il ne s'organise pas par hasard. Il ne devient pas limpide par miracle. Comme tout muscle, il requiert de la rigueur, de l'orientation, un exercice permanent. Et si tu ne le lui accordes pas, autrui le fera. L'entourage, les chocs, les voix extérieures, les appréhensions héritées, tout cela commencera à le modeler à ta place. Et alors, tu t'éveilleras un jour en te sentant faible, confus, vaincu, sans comprendre pourquoi, alors qu'en fait, c'est toi qui as permis à ton mental de devenir un terrain exposé. Le stoïcisme affirme que tu ne régentes pas l'extérieur, mais tu peux régenter comment tu l'interprètes, comment tu le défies et comment tu agis intérieurement. C'est ta vraie émancipation, le mental. Pas tes conditions, pas tes moyens, pas ton antérieur, juste ton mental. Si tu le mues en terrain exercé, alors rien d'extérieur ne pourra te dominer. Mais si tu le laisses à l'abandon, n'importe quoi l'envahit. La critique d'autrui, le regard d'un autre, le refus, l'appréhension, ce que diront les gens. Tout cela s'infiltre quand les portes sont béantes et qu'il n'y a pas de vigile alerte. Fortifier le mental ne signifie pas devenir insensible, cela signifie savoir trier. Cela signifie avoir la capacité de dire « ceci m'est utile, ceci ne l'est pas, ceci me bâtit, ceci me démolit ». Cela signifie poser des bornes mentales avant les bornes physiques, car beaucoup veillent à leur alimentation mais pas à leur réflexion. Ils surveillent leur corps mais pas leur monologue interne. Ils protègent leur apparence mais se négligent intérieurement. Et ensuite, ils ne saisissent pas pourquoi ils se sentent fracassés, creux, figés. C'est simple. Leur mental est sans garde et tout pénètre sans régulation. Un mental fort n'ignore pas ce qui blesse, mais il sait comment le traiter. Ce n'est pas celui qui ne chute jamais, mais celui qui chute et sait se redresser. Ce n'est pas celui qui a tout résolu, mais celui qui, même dans le tumulte, garde le focus. Le mental exercé n'a pas besoin que tout aille bien extérieurement pour se sentir bien intérieurement. Il apprend à générer une quiétude intime, même quand le monde s'embrase. Il apprend à rester solide, même quand les affects cognent fort. Et cela ne s'acquiert pas en lisant, cela s'acquiert en pratiquant. Cela s'acquiert dans l'exercice quotidien, quand tu optes pour ne pas riposter comme d'habitude, quand tu sélectionnes une réponse plus élevée, même si cela coûte, quand tu mets en pause l'impulsion pour agir avec dessein. Nombreux veulent des résultats sans exercice, la sérénité sans introspection, la netteté sans affronter leur cogitation. Mais cela ne marche pas ainsi. L'exercice mental blesse, car tu dois voir ce que tu refuses de voir, reconnaître des motifs qui te minent, admettre que souvent c'était toi qui ouvrais la porte au désordre. Et cela demande de l'humilité, cela demande de la détermination, cela demande de la rigueur affective, mais c'est aussi l'accès à une existence réelle, libre, robuste, car une fois que tu domines ton mental, tout le reste commence à s'aligner. Ce qui te fracassait avant ne te traîne plus. Tu ne ripostes plus depuis la plaie, mais depuis l'éveil.
Il n'y a pas de puissance plus grande que celle d'un mental qui sait en quoi il veut se muer, qui se connaît, qui ne s'illusionne pas, qui ne s'autodétruit pas avec des réflexions recyclées de peine et de victimisation, qui ne s'abandonne pas quand les choses se corsent. Ce mental est une citadelle, non parce qu'il ne pâtit pas, mais parce qu'il a des bases, il a une ossature, il a une orientation. Et cela ne s'obtient pas d'un coup, mais cela débute par une option. L'option de ne pas laisser ton mental être un no man's land, de ne pas permettre à n'importe quelle réflexion de s'établir, de ne pas nourrir des voix internes qui n'édifient rien, de questionner chaque idée qui se ressasse sans sens, de purger le sol avant de vouloir y semer du neuf. Car si tu persistes à tenter d'édifier la sérénité sur des réflexions autodestructrices, tout ce que tu obtiendras sera de la frustration. Tout ce qui poussera sera la confusion. Et ce n'est pas parce que tu n'essaies pas, mais parce que tu œuvres sur un lieu non préparé. Ce soir, quand ton mental commencera à divaguer, ne le laisse pas isolé. Accompagne-le, guide-le, exerce-le. Il ne s'agit pas de le museler, il s'agit de le diriger, de lui indiquer où oui et où non, de lui rappeler que tu commandes, que tu sélectionnes ce qui reste et ce qui part, que tu décides quelles réflexions vont bâtir la version de toi que tu veux projeter dans le monde. Car cette version ne se crée pas avec une motivation éphémère, elle se crée avec une pratique assidue, avec un labeur intime, avec un exercice quotidien. Ne te contente pas d'un mental anarchique. Ne normalise pas d'exister avec des réflexions qui te lèsent. N'accepte pas comme naturelle la confusion constante, la négativité instinctive, l'autocritique débridée. Tu peux la métamorphoser. Tu peux faire de ton mental un espace où tu veux revenir, pas d'où tu dois fuir. Tu peux en faire ton allié suprême, mais cela débute par cesser de le traiter comme insignifiant. Fais de ton mental une citadelle exercée, pas un terrain de décombre. Car le monde ne cessera pas de t'éprouver. Mais si tu es robuste intérieurement, peu importe ce qui advient, tu seras prêt. Et non à cause de l'extérieur, mais à cause de ce que tu as opté pour bâtir intérieurement. 9. Édifie en toi un espace où tu peux toujours revenir. Certains existent comme des nomades affectifs, errant à travers des déserts étrangers en quête d'un asile en tout sauf en eux-mêmes. Ils se livrent à autrui, espérant être saisis, s'adaptent à des milieux qui ne leur offrent pas de quiétude, s'échinent à s'insérer où ils n'ont manifestement pas leur place. Ils le font car ils n'ont jamais appris à s'habiter, car personne ne leur a enseigné qu'un foyer peut exister en soi, un lieu propre, inébranlable, muet, mais puissant. Cet espace où tu peux revenir quand tout s'effrite extérieurement, ce havre qui ne dépend ni de l'acceptation d'autrui, ni de la reconnaissance externe, ni des situations propices. Édifier cet espace n'est pas affaire de hasard ou de don, c'est une charge. Tu ne peux dépendre éternellement d'autrui pour te soutenir affectivement, du monde pour t'enlacer à chaque chute, d'un facteur externe pour te restituer la tranquillité, car viendra un temps où il n'y aura personne, où tout sera muet, où tu n'auras que toi. Et si tu ne sais pas être avec toi, si tu ne sais pas revenir à toi, tu te sentiras égaré, même entouré. Tu auras tout et pourtant manqueras de sérénité. Le stoïcisme insiste sur l'autonomie affective, non comme un isolement, mais comme une fondation solide pour exister avec noblesse. Quand tu possèdes un havre intime, le refus ne te pulvérise pas, la critique ne te met pas à genoux, la solitude ne te submerge pas, non parce que ça ne blesse pas, mais parce que tu as un lieu où aller durant l'orage. Tu as un noyau qui ne dépend de nul, un espace où tu t'écoutes, où tu te saisis, où tu n'as pas à t'expliquer, ni à quêter la permission d'éprouver. Cet espace se bâtit avec franchise, pas avec des affirmations vides, pas avec des formules élégantes, pas avec des visions idéalisées de ce que tu devrais être. Il se bâtit en te reconnaissant pleinement avec tes ombres, tes paradoxes, tes parts fracassées. Car un vrai foyer ne se bâtit pas en niant ce qui blesse, mais en l'embrassant.
Ce n'est pas une bulle d'idéal, c'est un espace tangible où tu peux t'asseoir et inspirer sans condamnation. Et comme tout foyer, il requiert entretien. Il ne suffit pas de le bâtir une fois. Tu dois le maintenir propre des réflexions étrangères qui t'intoxiquent, des idées non tiennes, des attentes que tu n'as jamais sélectionnées. Tu dois le garder des mots qui lèsent et des récits que tu ressasses simplement parce que tu les as entendus trop souvent. Tu dois veiller à qui tu laisses pénétrer ton mental et quel type d'énergie tu permets d'habiter tes affects. Nombreux quêtent la stabilité en des lieux instables. Ils s'attachent à des liens creux, à des triomphes fugaces, à des validations éphémères. Et quand tout cela s'écroule, comme tout extérieur finit par s'écrouler, ils s'écroulent avec. Non parce qu'ils étaient fragiles, mais parce que leur structure affective reposait sur des piliers externes. C'est pourquoi le stoïcien exerce son mental comme un sanctuaire, car il sait que même si le monde s'effondre, son havre intime doit rester ferme. C'est le seul espace qu'il peut régenter. C'est le seul où il peut trouver une orientation. Bâtir cet espace implique de cesser de reporter ton équilibre en espérant que quelque chose ou quelqu'un te l'accorde. Cela signifie endosser la charge de ton calme, de ta noblesse, de ta stabilité. Cela signifie arrêter de courir vers des bras erronés chaque fois que cela blesse et apprendre à t'offrir ce que tu attends tant d'autrui, non pour devenir froid, mais pour devenir entier. Non pour te clore au monde, mais pour ne pas en dépendre, pour inspirer en quiétude. Ton havre intime est aussi l'espace où tu peux te redessiner, où tu peux repenser ton trajet, où tu peux guérir sans regard externe, sans applaudissements, sans aval. C'est l'espace où tu peux pleurer avec noblesse, où tu peux te parler avec compassion et aussi avec résolution, où tu peux te remémorer qui tu es quand le bruit de l'existence te fait oublier. Et bien sûr, bâtir cet espace prend du temps. Cela demande de l'effort. Cela nécessite des choix conscients chaque jour, car cela implique d'affronter ce que tu esquives, de cesser de blâmer autrui pour ce que tu ne sais pas régler, de rompre avec les routines de dépendance affective et d'apprendre à être en calme sans te sentir creux. Cela nécessite d'être prêt à cesser de mendier la présence et à commencer à te cultiver comme priorité. Mais le fruit vaut chaque instant, car une fois cet espace acquis, nul ne peut te le ravir. Ni une trahison, ni un abandon, ni un revers. Tu peux traverser des phases sombres et conserver de la lumière intime. Tu peux vivre des pertes sans te perdre. Tu peux être déçu du monde sans l'être de toi, car tu sais que quoi qu'il advienne, tu es capable de revenir à toi. Et ça, c'est l'émancipation, c'est le vrai pouvoir, c'est la vigueur stoïcienne. Ce soir, interroge-toi avec franchise. As-tu un espace en toi où tu peux revenir sans crainte? Un lieu où tu n'as pas besoin de masque, de validation, de bruit, un havre affectif où tu peux demeurer en calme et te sentir sécurisé. Si la réponse est négative, alors débute aujourd'hui. Débute par reconnaître que tu mérites de t'habiter, que tu n'es pas fait pour exister débranché de toi, que tu peux bâtir dès maintenant un lien plus solide avec toi, pas parfait, pas idéalisé, mais authentique. Ne te contente pas d'arpenter l'existence en quêtant un asile dans chaque regard, chaque triomphe, chaque instant étranger. Tu n'es pas un hôte de passage dans ta propre vie. Tu es le maître de ton récit, l'architecte de ta vigueur, le gardien de ta sérénité et ton mental, ton âme, ton intérieur mérite d'être ton foyer. Un vrai foyer avec des racines profondes, des murs solides, des fenêtres qui te laissent voir la vérité sans crainte. Un foyer qui ne s'effondre pas à chaque bourrasque. Un foyer qui, quoi qu'il arrive, t'accueille toujours. 10. Exprime ton mental sur le papier. Ne sommeille pas avec une âme alourdie. Un mental saturé ressemble à une pièce close, avec la fumée de 1000 réflexions non aérées. Au début, tu ne le remarques pas. Un peu de brume cérébrale ne paraît pas périlleux. Tu poursuis, en forçant la journée comme si tout était maîtrisé.
Mais quand la nuit descend et que les diversions s'éteignent, cette fumée s'épaissit, elle te pique les yeux, te comprime la poitrine, te rend l'inspiration ardue. Et là, tu comprends que ce n'était pas juste une mauvaise journée, c'était de l'accumulation, d'affects non exprimés, de choix différés, de vérités tues. Tout cela réside en toi, attendant un espace pour émerger. Et toi, par routine ou par orgueil, tu optes pour tout retenir, et ensuite tu te demandes pourquoi tu ne peux sommeiller en quiétude. Le stoïcisme enseigne que ce qui n'est pas ordonné devient anarchie, que le mental requiert de la netteté, et la netteté n'émerge que quand l'interne s'extériorise. Tu ne peux trouver la sérénité si tu continues à brasser les mêmes réflexions sans leur donner forme. Le mental n'est pas conçu pour être une geôle. Il est fait pour analyser, décider et relâcher, mais nombreux l'utilisent comme un entrepôt, comme si le simple fait de cogiter suffisait à résoudre. Et ce n'est pas le cas. Cogiter sans relâcher, c'est comme attiser le feu sans l'éteindre. Il consume plus, il ronge plus. Tôt ou tard, il consume ce que tu n'as pas protégé. Écrire n'est pas une corvée scolaire. Ce n'est pas une occupation romantique réservée aux créateurs. C'est un besoin affectif, un outil concret, un acte de franchise envers toi. C'est l'espace où la réflexion devient visible, où ce qui paraît colossal en ton mental se réduit à sa taille réelle dans une phrase, où ce qui te hante en silence s'immobilise devant toi pour que tu l'observes sans crainte. Le papier ne condamne pas, il n'interrompt pas, il ne contredit pas, il absorbe tout ce que tu ne te permets pas d'énoncer à voix haute. Nombreux traversent l'existence avec un mental au bord du collapse, portant ce qu'ils n'ont pas exprimé, ressassant ce qu'ils ne saisissent pas, ruminant ce qu'ils ne peuvent relâcher. Et ils ne le relâchent pas car ils croient n'avoir personne à qui confier. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin d'autrui pour débuter. Tout ce dont tu as besoin est de cesser d'être indifférent à toi. Prends un stylo, sors une feuille et commence sans cadre, sans but, sans jugement. Commence simplement, car parfois, tout ce dont tu as besoin pour apaiser la tempête est de la laisser s'échapper. L'acte d'écrire, du point de vue stoïcien, est aussi un acte de charge. Il ne s'agit pas de se vider pour se vider. Il s'agit de te connaître, d'enregistrer des schémas, d'observer comment tu ripostes, ce qui t'impacte, ce que tu esquives. Écrire ce que tu cogites est le moyen le plus rapide de savoir si ton mental joue contre toi. Car quand tu relis tes propres mots, tu cesses d'être captif en eux. Tu deviens spectateur, tu gagnes en perspective. Et avec la perspective vient l'autorité de décider. Un mental écrit est un mental traité, un mental drainé, un mental plus libre, car tu ne portes pas l'énergie de l'inexprimé. Tu ne rumines pas la même discussion en boucle. Tu ne feins pas que ce qui pèse ne te blesse pas. Tu le fixes, et quand tu fixes quelque chose, il perd son emprise sur toi. Il ne te domine plus, car tu l'observes avec éveil. Tu n'as pas besoin d'écrire comme un auteur. Tu n'as pas besoin d'une calligraphie élégante. Tu n'as pas besoin que tes mots aient sens pour autrui. C'est ton domaine, ton asile, ton reflet. C'est l'espace où tu peux parler sans craindre la mésinterprétation, où tu peux énoncer ce que tu n'oses avouer, où tu peux reconnaître ce que tu ignorais penser. Car en écrivant, tu découvres quelle part de toi est lésée, quelle part est épuisée, quelle part a besoin d'être entendue. Nombreux se couchent avec une âme harassée, pleine de réflexions entremêlées qu'ils n'osent affronter et ils ne se reposent pas. Ils éteignent juste leur corps. Mais intérieurement, ils restent éveillés. Intérieurement, le mental continue de tourner, et le lendemain, ils s'éveillent avec plus de lest que la veille. Ce cycle ne seront que si tu fais de la place, et le papier est cette place. C'est ton instrument de drainage affectif. C'est ta manière de te dire la vérité sans attendre l'aval. Quand tu écris ce que tu ressens, tu commences à remarquer ce qui passait inaperçu. Peut-être découvres-tu que tu es plus irrité que tu ne l'admettais ou que tu es triste pour quelque chose que tu as minimisé ou que tu dilapides de l'énergie dans quelque chose que tu aurais dû relâcher depuis longtemps. Tout cela émerge quand tu deviens réel avec toi et tu ne peux être réel que si tu es prêt à fixer ce que tu portes. Tu n'as pas besoin d'écrire 1 heure par jour.
Parfois 5 minutes avant le repos suffisent pour décompresser l'âme, pour clore la journée avec netteté, pour vider le mental de l'inutile, pour relâcher ce que tu ne peux régenter, pour te préparer à vraiment te détendre, non depuis l'évasion, mais depuis l'ordre intime. Car quand tu écris, tu tries, et ce qui est trié est épuré. Ce soir, au lieu de te coucher avec le crâne saturé et la poitrine crispée, prends une feuille, écris sans trop cogiter, écris ce que tu ressens, ce que tu ne saisis pas, ce que tu appréhendes. Écris ce que tu n'oses énoncer, ce qui te blesse, ce que tu ne sais comment relâcher. Et quand tu auras terminé, inspire, referme le cahier. Tu n'as pas besoin de trouver des réponses. Tu avais juste besoin de lâcher le poids. Fais-le pour toi, pour ton mental, pour ton repos, car tu mérites de clore la journée avec légèreté, pas avec angoisse. Car tu mérites de sommeiller avec une conscience apaisée, pas avec des réflexions en boucle. Car tu mérites d'être entendu et personne ne t'écoutera mieux que toi quand tu optes pour t'écrire avec vérité. 11. Remercie même ce qui est ardu. C'est là que la vertu s'épanouit. Toutes les semences ne bourgeonnent pas sous le soleil. Certaines ne s'éveillent que quand tout est ombre. Elles requièrent la pression du sol, les ténèbres, l'humidité, le calme. Elles ne s'épanouissent pas malgré la rudesse, elles s'épanouissent grâce à elles. Il en va de même pour le tempérament, pour la vertu, pour la sérénité intérieure authentique. Elle ne se forme pas quand tout roule, quand tout s'emboîte, quand tout est en ta faveur. Elle se trempe quand ce qui te heurte le plus t'inculque aussi, quand ce qui paraissait châtiment se mue en racine. Quand tu optes pour remercier non seulement ce qui t'a plu, mais aussi ce qui t'a brisé, car c'est ce qui t'a édifié. La gratitude n'est pas un affect faible ni un devoir social. C'est une option consciente, un geste de révolte dans un monde qui te pousse à geindre de tout. C'est une manière de prendre les rênes de ta perception, de fixer l'événement, même le plus rude, et de dire « cela m'a modelé ». Car si tu ne remercies que ce qui est facile, ce qui est confortable, ce qui s'est déroulé comme voulu, tu omets la moitié de ton parcours. Et souvent, ce qui vaut le plus n'est pas emballé de joie, mais de peine. Le stoïcisme ne promet pas une posture naïve face à la peine. Il ne te somme pas de sourire au désordre, ni de jouir de la perte. Il t'apprend à reconnaître la valeur cachée dans la rudesse, à observer le défi avec un autre regard, à saisir que tu n'es pas venu en cette existence pour que tout soit idéal, mais pour devenir robuste, avisé, résolu. Et la résolution ne s'acquiert qu'en traversant les épreuves sans se fracasser intérieurement, sans s'égarer, sans oublier ton identité. Remercier ce qui est ardu ne signifie pas nier que cela a blessé, cela signifie reconnaître que malgré la peine, quelque chose en toi s'est activé. Peut-être as-tu découvert une vigueur ignorée, peut-être as-tu saisi ce qui importe vraiment, peut-être as-tu perdu quelque chose, mais gagné en netteté. Peut-être que quelqu'un t'a quitté, et cela t'a forcé à te retrouver. Tout cela blesse, tout cela pèse, mais cela transmute aussi. Et si tu te focalises seulement sur la perte, tu rates le don dissimulé. Mais si tu remercies, tu vois l'ensemble. Pas seulement la lésion, mais aussi la marque. Pas seulement le tumulte, mais aussi l'enseignement. La gratitude, quand profonde, n'a pas besoin de motifs évidents. Elle n'attend pas que tout soit bouclé pour s'exprimer. C'est une posture d'éveil, de présence, d'humilité. Car tout ce que tu désirais n'était pas ce dont tu avais besoin. Tout ce que tu projetais n'était pas optimal pour toi. Et ce qui semblait injustice peut avec le temps se révéler bénédiction masquée. Mais tu ne le perçois que si tu es prêt à remercier avant de saisir, à faire confiance avant de vérifier, à dire merci même quand une part de toi ne l'accepte pas encore pleinement. Nombreux vivent captifs de la plainte, de ce qui n'a pas été, de ce qu'ils ont dû endurer, de ce qu'ils méritaient sans l'obtenir. Et ils légitiment ainsi leur aigreur, leur inertie, leur amertume. Mais le stoïcien ne joue pas la victime.
Il ne négocie pas avec l'existence depuis la geindre. Il remercie même le heurt, car il sait que chaque heure peut être une marche. Chaque désillusion peut être une correction. Chaque terme peut être une renaissance. Tout dépend du regard, du récit que tu sélectionnes. Et si tu sélectionnes de remercier, tu ne feins pas que cela ne blesse pas. Tu optes pour que cela ne te pulvérise pas. La gratitude est aussi une forme de purgation intime. Quand tu remercies, tu relâches, tu absous, tu cesses de résister. Tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux altérer. Tu ne le fais pas par fragilité, tu le fais par émancipation, car remercier même en pleine bourrasque te restitue le règne, te recentre, te relie à une part plus profonde de toi qui n'a pas besoin de garantie pour tenir debout. Il n'est pas nécessaire de tout remercier d'un bloc. Il suffit de débuter par quelque chose de modeste, par un échange qui t'a fait voir autrement, par une chute qui t'a obligé à t'immobiliser, par une perte qui t'a appris à valoriser le restant, par un instant de solitude qui t'a poussé à revenir à toi. Peu à peu, tu réaliseras que chaque expérience, même la plus rude, avait quelque chose à t'offrir. Et quand tu commences à voir cela, tu ne vis plus avec rancune, tu ne vis plus en guettant que le monde te rende ce que tu estimes qu'il t'a ravi. Tu vis avec un dessein, tu vis en sérénité. Ce soir, avant le repos, au lieu de ressasser ce qui a déraillé, ressasse ce qui t'a inculqué. Au lieu de clore la journée avec ire, clôt-la avec gratitude. Non parce que tout est idéal, mais parce que tu apprends à voir au-delà de la peine, à percevoir la valeur de ce qui te trempe, à voir que la vertu ne s'épanouit pas dans l'aisance, mais dans le sol aride, dans l'effort, dans l'option quotidienne de ne pas se laisser emporter par la plainte. Remercier même ce qui est ardu, car là, précisément là, la vertu s'épanouit. Non pas la vertu de feindre que tout roule, mais la vertu de se tenir avec noblesse tout en bâtissant du neuf en toi. Remercier ce qui est ardu, c'est dire à l'existence « Tu ne m'as pas donné de douceur, mais tu m'as donné de la puissance, et cela, quand tu le saisis, te mue à jamais. » 12. Affirme une vérité qui te soutient avant de clore les yeux. Avant le sommeil, ton mental devient une scène déserte où ne subsiste qu'une voix, la tienne. Tout l'extérieur s'éteint, les échanges cessent, les stimuli s'évaporent. Et alors émerge ce moment privé où tu es face à toi sans diversion. Comme une flamme allumée dans les ténèbres, ta voix intime commence à illuminer tout ce que tu as porté durant la journée. Si tu n'es pas préparé, cette lueur peut devenir âpre. Elle peut te révéler des choses que tu refuses de voir. Mais si tu possèdes une vérité nette, une conviction qui te porte, même quand le reste chancelle, ce moment se mue en rite de puissance, pas en piège affectif. La plupart se couchent sans orientation, avec l'âme éparpillée, sans avoir affirmé quoi que ce soit qui leur remémore leur identité, leur valeur, leur quête. Ils se couchent comme s'ils débranchaient un dispositif en espérant que le corps fasse le boulot et que le mental s'apaise seul. Mais il ne s'apaise pas car tu ne lui as pas offert de conclusion. Tu ne lui as pas donné un ancrage. Tu n'as rien affirmé qui puisse servir de guide, de rempart, de fondation quand arrivent les réflexions bruyantes, les souvenirs douloureux, les incertitudes muettes. Le stoïcisme n'enseigne pas seulement à cogiter. Il insiste aussi sur l'affirmation de soi, sur la construction de vérité qui te guide quand tu es seul avec toi. Épictète, Marc Aurèle, Sénèque. Tous employaient des maximes, des réflexions, des adages personnels qui leur restituaient leur centre. Ce n'étaient pas des slogans creux ni des phrases pour se booster, c'étaient des vérités bâties avec éveil, des vérités qui, une fois affirmées, leur servaient de phare. Car quand le monde se tait, tu as besoin de quelque chose en toi qui parle nettement, quelque chose qui te remémore que tu n'es pas égaré, que tu as encore de l'autorité, que même au cœur du tumulte, tu as toujours une orientation. Cette vérité peut être basique ou élaborée. Elle peut être une résolution prise, elle peut être une phrase qui te ramène à l'instant, elle peut être un rappel de ta valeur, de ton dessein, de ce que tu as juré de ne plus tolérer.
Peu importe la forme, l'essentiel est qu'elle soit authentique, qu'elle ne soit pas un masque, ni un engagement vide, ni une chimère, qu'elle soit une vérité née de l'intérieur, qu'elle synthétise ton essence, qu'elle résiste à la nuit. Car si tu te couches sans quelque chose qui t'ancre, le mental s'éparpille, s'en mêle, se noie dans ce que tu n'as pas bouclé. Nombreux sont captifs de l'habitude de se coucher avec angoisse, de clore la journée avec un sentiment d'insuffisance, de fouillis, de vide de sens. Et en partie, c'est parce qu'ils ne prennent jamais le temps d'affirmer une vérité qui les porte, parce qu'ils espèrent que le calme apporte la quiétude alors qu'en fait, il apporte un reflet. Et si tu n'es pas prêt, ce reflet te renvoie tout ce que tu n'as pas défié. Mais si tu as une vérité ferme, alors même dans le calme, tu te sens chez toi. Il n'est pas nécessaire que cette vérité mute chaque jour. Tu peux la ressasser, l'approfondir, l'élargir. L'important est que tu ne te couches pas comme quelqu'un qui fuit soi. Affirme quelque chose. Note-le si requis. Énonce-le à mi-voix si besoin, mais énonce-le car les mots ont de la puissance. Car ce que tu affirmes avec dessein devient ossature et tu as besoin d'ossature intime. Non pour sembler robuste, mais pour le maintenir quand tout devient incertain. Ta vérité peut-être aujourd'hui n'a pas été idéale, mais j'ai agi avec franchise ou je mérite le repos car ce que j'ai offert était authentique. Ou même, si la journée m'a submergé, je suis encore là, je reste résolu. Peu importe si c'était une journée rude, si tu as commis des faux pas, si tu as l'impression de ne pas avoir suffi, tu peux toujours trouver une vérité qui te ramène à toi. Une vérité qui ne réfute pas l'événement, mais ne te laisse pas captif dans le remords. Une vérité qui t'autorise à te détendre sans te sentir en échec. Car se détendre n'est pas une faille, c'est une tactique. Et tu ne peux vraiment te détendre si tu n'es pas en paix avec toi. Cette paix ne provient pas de tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Elle provient de la netteté avec laquelle tu clôt la journée, de l'intention avec laquelle tu optes pour te parler, de la franchise avec laquelle tu embrasses tes lumières et tes ombres, sans dramatiser l'une ou l'autre. Si tu ne fais pas cela, tout ce que tu tais devient un bruit intime, une veille affective, un lest invisible qui t'escorte même à l'aube. Cette pratique stoïcienne de l'affirmation n'est pas seulement un outil de quiétude, c'est une manière de réaffirmer ton identité, de te remémorer que tu n'es pas tes réflexions lâches, ni tes affects fugaces, ni tes faux pas ponctuels. Tu es la somme de ce que tu optes pour affirmer au cœur du tumulte. Tu es ce que tu décides de défendre quand tu es seul avec toi. Tu es la voix qui te porte quand le reste du monde se tait. Alors, ne clôt pas la journée sans te parler avec dessein. Ne laisse pas ton repos au hasard. Ne laisse pas la dernière réflexion avant le sommeil être une plainte, un doute, une préoccupation informe. Prends les rênes, affirme une vérité qui te ramène au noyau, et fais-le sans crainte, sans vacillation, sans besoin que cela sonne idéal, juste que cela sonne comme toi. Ce soir, juste avant de clore les yeux, reste une seconde en calme. Inspire. Pense à ce qui t'a porté aujourd'hui, à ce que tu n'es pas prêt à relâcher, à ce qui tient debout malgré tout. Émue-le en ta vérité, en ton ancrage, en ton foyer mental. Car la sérénité intérieure n'est pas l'absence de bruit, c'est savoir quelle est ta vérité quand tout s'éteint. 13. Réfugie-toi dans le calme, là où tout s'organise. Le mental est comme une cité aux heures de pointe. Des voix entrecroisées, des réflexions entremêlées, des affects se heurtant sans laisser d'espace pour inspirer. Tout clame, tout réclame, tout file, et plus il y a de vacarme extérieur, plus de vacarme se génère intérieurement. Tu t'accoutumes tant au tumulte que quand le calme survient, il te perturbe. Tu le repousses, tu le combles de diversion, comme si le calme était un adversaire. Mais le calme n'est pas une menace, c'est un asile. C'est cet espace où les réflexions s'alignent, où les affects s'apaisent, où tu recouvres le règne. La majorité fuit le calme, car il ne supporte pas d'affronter ce qu'il porte. Mais ce que tu n'affrontes pas te traque, ce que tu négliges te domine. Le calme, si tu le défies avec cran, te dénude. Oui, mais il t'organise aussi.
Il te révèle ce que tu ne pouvais percevoir au milieu du scandale. Il ne t'offre pas de réponse toute faite, mais il te donne l'espace pour les dénicher. Il ne te hurle pas, il te murmure. Et pour capter ce murmure, tu dois tout faire taire. Tu dois créer un espace où tu n'es pas la victime de tes réflexions, mais l'observateur éveillé qui décide quelle réflexion mérite d'être suivie. Le stoïcisme valorise le calme non comme une absence de mots, mais comme une pratique spirituelle, un instrument de puissance. Le calme volontaire est le prélude à la netteté. Les grands stoïciens ne parlaient pas pour parler. Ils méditaient avant de juger. Ils inspiraient avant de riposter. Ils rentraient en eux avant de sortir dans le monde. Et ils le faisaient car ils savaient que si tu ne domines pas le bruit intime, tu deviens l'esclave de tout ce qui advient extérieurement. Celui qui ne trouve pas asile dans son propre calme finit par le quêter au mauvais endroit, dans les ovations, dans le conflit, dans l'aval d'autrui, dans les distractions qui ne font qu'amplifier le creux. Pratiquer le calme ne signifie pas simplement se taire, c'est se taire avec dessein. C'est créer un espace mental où tu peux t'asseoir avec toi sans devoir fuir. C'est observer ton mental sans condamnation, avec résolution, avec franchise. C'est cesser de combler chaque seconde avec des stimuli superflus et commencer à fixer ce qui importe vraiment. Quand tu apprends à être en calme, tu réalises que beaucoup de tes choix n'étaient pas tiens, mais des réactions au vacarme. Beaucoup de tes convictions étaient des échos d'autrui. Beaucoup de tes angoisses n'étaient que le manque d'espace pour traiter tes sensations. Il ne s'agit pas de devenir un ascète ni de te retirer du monde. Il s'agit de trouver des instants de recueillement, des minutes où tu éteins tout l'extérieur pour revenir à toi. Peut-être 5 minutes à l'aube, peut-être juste avant le repos, peu importe quand. Ce qui compte, c'est que cet acte devienne une routine, un rite, un exercice du mental, car le calme s'exerce aussi. Et plus tu le pratiques, plus il devient profond, plus révélateur, plus robuste. Il y a des individus qui n'ont pas passé un seul jour en calme, qui ne se sont pas autorisés à écouter ce que leur âme tente de leur dire, qui appréhendent ce qui peut émerger quand tout s'arrête. Mais si tu n'oses t'écouter, qui le fera ? Si tu ne t'offres pas d'espace pour organiser ce que tu cogites et ressens, comment espères-tu la netteté? Le calme n'est pas vide, c'est du contenu pur, et plus tu le cultives, plus il te mue car il te confronte à toi. Mais il te réconcilie aussi avec toi. Quand tu ignores quoi faire, garde le calme. Quand tu es sur le point de riposter avec ire, inspire et garde le calme. Quand tu sens que tout échappe, reste statique et rentre en toi. Non pour éluder la réalité, mais pour la traiter depuis un autre lieu, depuis la quiétude, depuis l'observation, depuis la vigueur qui ne s'active que quand le vacarme s'éteint. Car parfois la meilleure façon de résoudre n'est pas de clamer plus fort, mais d'écouter plus profondément. Le calme est aussi une forme d'égard envers toi, envers autrui, envers l'existence. Tout ne requiert pas une riposte immédiate. Tout ne mérite pas une réaction. Tout ce que tu cogites n'a pas besoin de devenir mot. Apprends à trier. Apprends à distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est impulsif. Et tu n'y parviens que quand tu t'offres l'espace pour traiter en calme, quand tu ne combles pas chaque vide avec une excuse, une diversion ou une plainte. Ce soir, quand tout s'éteindra, ne te rue pas pour combler le calme. Assieds-toi dedans, même si cela te perturbe, même si cela te défie, même si cela blesse, car ce calme est le seul espace où tu peux organiser ton monde intime sans interférence. Et si tu apprends à t'y réfugier, aucun vacarme extérieur ne pourra te déstabiliser totalement, car tu auras déjà un lieu sûr en toi, un sanctuaire, une citadelle où tout prend sens, même si l'extérieur s'effondre. Réfugie-toi dans le calme, non comme une fuite, mais comme une option, comme une manière de veiller à ton mental, de garder ton énergie, de revenir à l'essentiel. Tu n'as pas à en appréhender. Il te suffit d'y pénétrer avec la volonté de t'écouter avec vérité, d'affronter ce qui y est, d'observer sans ornement,
car ce n'est qu'à partir de là que tu pourras commencer à organiser le tumulte, à séparer l'urgent de l'important, à te reconnecter à ton noyau. Et si tu le fais quotidiennement, même si ce n'est que pour quelques minutes, tu verras comment ton mental commence à muter, comment tes choix deviennent plus nets, comment ton tempérament se fortifie. Car le calme, quand pratiqué avec audace, devient l'une des armes les plus robustes que tu puisses posséder. Une qui ne clame pas mais porte, une qui n'impose pas mais oriente, une qui ne châtie pas mais transmute. 14. Ne crois pas tout ce que tu cogites, questionne même tes assurances. Le mental peut être une salle de miroirs. Il ne te montre pas toujours la réalité telle qu'elle est, mais une série de torsions, des reflets altérés par les affects, les appréhensions, les récits antérieurs. Tu entres en pensant voir le monde nettement, mais en fait tu observes à travers des verres souillés, depuis des interprétations accumulées, depuis des convictions qui ne sont parfois même pas tiennes. C'est pourquoi, si tu vises une sérénité intérieure authentique, tu dois avoir le cran de scruter en toi et de questionner chaque réflexion comme si elle était étrangère, non par paranoïa, mais par discernement. Car tout ce qui traverse ton crâne ne mérite pas ta foi. Les individus ressassent ce qu'ils cogitent comme si c'était vérité absolue. Je suis ainsi. Il n'y a pas de remède. Je ne réussirai jamais. Ils pensent sûrement du mal de moi. Ce ne sont pas des faits, ce sont des jugements. Et souvent, ils ignorent qu'ils agissent sur des suppositions, pas sur des réalités. Ils ne s'arrêtent pas pour se demander « est-ce véridique? Est-ce que cela me bâtit ou me bride? Est-ce que cela vient de moi? Ou a-t-il été implanté par autrui? Car s'ils le faisaient, ils découvriraient qu'une grande part de leur peine ne provient pas des événements, mais de ce qu'ils se narrent sur les événements. Le stoïcisme enseigne que nous ne pâtissons pas des faits, mais du jugement que nous leur portons. Marc Aurèle le disait crûment. Si un élément extérieur t'impacte, ce n'est pas lui qui te nuit, mais ton avis. Et il avait raison. La réflexion non maîtrisée devient venin, mais la réflexion observée, questionnée, affinée se mue en remède. C'est pourquoi l'un des plus grands actes d'intelligence affective est de s'immobiliser et d'observer ses réflexions sans s'y identifier, comme celui qui contemple les nuages filés dans le ciel. Certains sont denses, d'autres légers, d'autres sombres, d'autres lumineux. Aucun n'est le ciel. Ils ne font que le traverser et tu n'es pas tes réflexions. Tu ne fais que les abriter. Apprends à te méfier de ton mental dans les instants de tumulte. Au cœur de l'ire, de la tristesse ou de l'insécurité, ce que tu cogites est contaminé. Ton mental devient un terrain miné où chaque idée paraît menace ou justification pour agir depuis la plaie. C'est dans ces instants que tu as le plus besoin de questionner. Non pour te figer, mais pour gagner en perspective. Car si tu crois tout ce que tu cogites, tu finis par exister dans une réalité fictive, une où les adversaires foisonnent, où tu n'es pas suffisant, où tout est ta faute ou celle d'autrui. Et exister ainsi éreinte, frustre, enferme. Il ne s'agit pas de devenir un sceptique glacial qui ne croit en rien, il s'agit d'exercer ta réflexion comme un guerrier exerce son arme avec précision, avec humilité, avec attention pleine. C'est saisir que même tes assurances doivent passer par le tamis de l'éveil. Que souvent, ce que tu ressasses comme loi cosmique n'est qu'un conditionnement ancien, un affect non assimilé, une conclusion hâtive, et que tu peux opter pour ne pas la suivre, que tu peux réécrire le script mental, que tu peux remplacer la riposte instinctive par une interprétation plus avisée, plus équitable, plus utile. Chaque fois qu'une réflexion te secoue, ne la suis pas aveuglément. Demande-lui quelle est ton intention, sur quelle preuve te fondes-tu, à qui sers-tu, à ma croissance ou à ma paralysie. Et si tu découvres que cette réflexion ne fait qu'alimenter ta crainte, ton insécurité ou ton ire, ne la comprime pas, mais ne lui obéis pas non plus. Remercie-la pour s'être révélée. Observe-la, laisse-la filer. Ton mental est un instrument, pas un despote. Il est là pour te servir, pas pour te régenter. Mais si tu ne poses pas de bornes, si tu ne l'exerces pas, il prendra les commandes de ton existence et te fera vivre à genoux devant chaque jugement qu'il produit.
Il ne faut pas un mental idéal pour la sérénité, il faut un mental bien orienté. Un mental qui sait questionner soi sans sombrer dans la confusion, qui sait se corriger sans s'accuser, qui sait s'arrêter sans abdiquer. La liberté débute quand tu saisis que ta réflexion n'est pas une sentence, c'est juste une hypothèse, et que tu as le droit et le devoir de la réexaminer, de la mettre en doute, de la modeler, jusqu'à ce qu'elle cesse de te lésiner et commence à te propulser. Car celui qui ne questionne jamais ce qu'il cogite n'évolue jamais. Il reste enlisé dans des boucles mentales, répétant les faux pas, esquivant les charges, cherchant des coupables externes au lieu de réviser l'origine intime. Mais celui qui ose douter de sa propre réflexion s'ouvre à une vérité plus vaste, à une vérité qui ne dépend pas d'affects volatiles, mais de principes fermes. Et depuis là, la sérénité devient féasible, non comme un état passif, mais comme une conquête quotidienne. La réflexion est puissante, elle peut édifier des empires ou les raser, elle peut ton estime ou l'ensevelir, elle peut te rapprocher de l'affection ou te mener à l'isolement. Mais ce pouvoir n'est destructeur que quand tu n'en as pas conscience, quand tu le laisses opérer sans surveillance, quand tu deviens son serviteur au lieu de son suzerain. Alors si tu vises vraiment à te muer, débute par douter de ce que tu cogites, non comme une faille, mais comme un geste d'audace. Car seul celui qui ose questionner son mental est prêt à se gouverner. Avant le repos, réexamine ton dialogue intime. Ne l'accepte pas tel quel. Trie, ajuste, élimine ce qui ne te sert pas. Renforce ce qui te propulse. Ne te couche pas avec des réflexions toxiques qui se ressassent comme un mantra. Brise cette chaîne. Affirme que tu n'es pas ton jugement du moment. Tu es ta capacité à sélectionner ce que tu gardes. Tu es celui qui trie, pas celui qui ingère tout. Tu es celui qui transmute, pas celui qui ressasse. Et si une réflexion négative ressurgit en boucle, ne la défie pas avec haine, défie-la avec netteté. Dis-lui « je te perçois ». Je sais d'où tu proviens, mais je n'ai pas à te suivre. C'est ça la vraie émancipation. Ne pas cogiter parfaitement, mais ne pas se laisser traîner par l'imperfection. Ne pas esquiver les réflexions sombres, mais savoir les réguler. Ne pas nier le tumulte mental, mais marcher résolu dedans. Car à la fin, le mental parlera toujours. Mais c'est toi qui décides si tu lui donnes le micro ou non. 15. Sélectionne ta riposte. C'est là que réside ta vraie émancipation. Une étincelle peut embraser un feu ou illuminer une pièce. Ce que tu décides d'en faire fait toute la différence. Ce n'est pas l'étincelle le souci, c'est ce que tu optes pour bâtir avec. Et c'est ainsi que fonctionne ton mental. Chaque réflexion, chaque affect, chaque stimulus qui émerge dans ta journée est comme une étincelle. Cela peut être un message qui t'irrite, un regard qui te heurte, un souvenir qui ressurgit sans avertissement. Tu ne peux régenter son émergence, mais tu peux régenter ce que tu en fais. Et là, précisément dans cette marge discrète entre l'événement et ce que tu optes pour faire réside ta vraie émancipation. Nombreux croient que l'émancipation réside d'en faire ce qu'on veut, mais l'émancipation la plus profonde n'est pas de faire, c'est de sélectionner comment riposter à ce que tu ne peux éluder. Car tu ne sélectionnes pas qu'il pleuve, que quelqu'un te déçoive, que quelque chose te blesse, que tu aies des réflexions sombres. Mais tu peux sélectionner si tu ripostes avec ire, avec détachement ou avec discernement. Cet espace, ce choix, c'est ton domaine. Si tu ne l'exerces pas, tu es l'esclave de tes impulsions. Si tu le conquiers, nul ne peut t'atteindre. Épictète l'a énoncé avec une crudité claire. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos avis sur eux. Cela signifie que tu peux recevoir le même heurt qu'autrui et riposter de façon totalement différente. L'un chute et maudit l'univers. L'autre chute, se secoue et dit « De cela aussi j'apprendrai ». L'événement était identique, la riposte non. Et c'est dans cette distinction que tout repose, car l'existence ne va pas s'immobiliser pour que tu sois prêt. Elle ne va pas adoucir ses heures pour que tu ne pâtisses pas. Mais tu peux te durcir non par rancœur, mais par éveil. Non comme une pierre, mais comme de l'acier forgé. Chaque fois que tu sens perdre le règne, stoppe-toi.
Inspire. Remémore-toi que personne ne peut te contraindre à riposter avec violence, avec crainte ou avec désespoir. Tu sélectionnes. Et si tu ne sélectionnes pas délibérément, alors tes anciens schémas le feront pour toi. Ces routines que tu traînes depuis des ans, ce conditionnement affectif que tu as appris sans en avoir conscience, ce récit intime qui se répète mécaniquement, si tu ne l'interromps pas, il ripostera pour toi. Mais si tu le défies, si tu décides avec résolution et netteté, alors tu recouvres la puissance qui fut toujours tienne. Le stoïcisme ne vise pas à éteindre tes affects, il vise à t'apprendre à les régenter. Il ne te somme pas d'être un automate, mais un humain lucide, souverain de soi, car réagir est facile, tous le font. Mais riposter avec sagacité, avec dessein, avec orientation, c'est pour les audacieux. C'est pour ceux qui se sont engagés à ne pas laisser leur existence aux mains du désordre. Et il ne s'agit pas de le faire impeccablement, mais d'être présent, de réaliser au moment opportun que tu peux sélectionner, que tu n'es pas condamné à exploser, à esquiver, à fuir, à blesser ou à capituler, qu'il y a toujours une autre alternative. Les individus existent comme s'ils n'avaient pas d'option, comme si lire légitimait les paroles lésantes, comme si la tristesse légitimait l'enfermement, comme si la crainte légitimait l'inaction. Mais tout cela ne sont que des alibis de l'ego pour ne pas endosser la charge. La vérité est que chaque affect est une occasion de montrer de quoi tu es fait. Et si tu t'accoutumes à riposter depuis ta meilleure variante, même dans les pires instants, tu deviendras inaltérable car rien d'extérieur ne pourra te perturber intérieurement. Riposte avec netteté quand tout devient flou. Riposte avec quiétude quand on te provoque. Riposte avec vigueur quand on te sous-estime. Riposte avec vérité quand on veut te désorienter. C'est ainsi qu'on existe libre, non en dépendant de ce qui va bien, mais en sachant que même si tout va mal, tu peux rester centré, car la sérénité ne se marchande pas avec le monde. Elle se décide intérieurement à cet instant précis où tu ressens l'impulsion d'agir depuis la peine, la crainte ou la plaie. Stoppe-toi. Non parce que tu dois te comprimer, mais parce que tu peux te diriger. Le stoïcien n'est pas quelqu'un qui avale des affects jusqu'à détonner. C'est quelqu'un qui canalise ses affects vers la maîtrise, qui prend cette énergie brute et la transmute en action éveillée, non par arrogance, mais par respect de soi, car il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui sait ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent, et qui opte quand même d'agir avec un dessein. Il se peut que le monde ne le remarque pas. Il se peut que personne n'applaudisse ta retenue, ta pose, ta mesure. Mais tu le sauras, et cette cohérence intime est la base d'un mental serein, car il n'y a pas de sérénité plus profonde que celle de savoir que ce que tu as accompli, ce que tu as énoncé et ce que tu as cogité étaient alignés, que tu ne t'es pas trahi pour plaire, pour réagir ou pour ressasser un schéma. Nombreux existent avec le mental scindé, énonçant une chose et en ressentant une autre, ripostant de façon qu'ils regrettent après, blâmant pour ce qu'ils n'osent pas réguler eux-mêmes. Mais celui qui apprend à riposter depuis l'éveil cesse de blâmer, cesse de dépendre, cesse de quêter la permission et commence à exister avec une vigueur intime. C'est pourquoi la prochaine fois que quelque chose te mettra hors de toi, ne pense pas à ce que tu devrais faire. Pense à ce que tu veux édifier, car chaque riposte de ta part édifie quelque chose, une image de toi, un lien, un choix futur. Chaque fois que tu optes pour riposter depuis ton noyau, tu nourris la variante de toi que tu vises. Et chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu renforces la chaîne qui te retient. Prends possession de cette riposte. Ce n'est pas aisé. Cela demande de la pratique, de la connaissance de soi, de la détermination, mais c'est le trajet le plus direct vers l'émancipation intime. Car quand tu n'as plus besoin que le monde mute pour te sentir bien, quand tu ne permets à personne de définir ton état mental, alors tu commences à exister vraiment, non en réaction à l'extérieur, mais en expression de l'intérieur. Ce soir,
Quand tu repasses ta journée, ne te juge pas pour ce que tu as ressenti. Observe comment tu as riposté. C'est là que se trouve la clé. Il ne s'agit pas de ne pas avoir éprouvé ire, amertume ou tristesse. Il s'agit de la manière dont tu t'es comporté avec cela intérieurement. Si tu t'es trahi ou si tu t'es porté, si tu as agi depuis l'impulsion ou depuis le principe. Cette évaluation muette, franche, sans ornement, est celle qui te fortifie. Et si tu as failli, si tu as mal riposté, ne te laisse pas abattre. Apprends, corrige. Promets-toi de faire mieux demain, car c'est aussi l'émancipation. Ne pas stagner dans l'erreur, t'absoudre avec résolution, te corriger avec détermination. Continuer à progresser avec plus de netteté, car la riposte que tu sélectionneras demain t'appartient aussi et tu peux la rendre plus avisée, plus équitable, plus libre. Sélectionne, sélectionne toujours, même quand tout crie que tu ne peux pas, même quand tu sens que l'impulsion t'emporte, même quand l'affect est si fort qu'il paraît inévitable. Là, précisément, se mesure ton vrai pouvoir, car ton émancipation ne réside pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu accomplis, ni dans ce que autrui pense de toi. Elle réside dans ce que tu optes pour faire avec ce que tu ressens. Elle réside dans ta capacité à riposter avec éveil, avec tempérament, avec un dessein. C'est là que réside ta sérénité authentique et personne ne peut te la ravir, sauf toi. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez tout visionné, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.